Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. 11 jours, 5 pays visités, une escale technique. Voilà en termes d'espace et de temps le bilan du périple du couple Clinton a effectué 6 escales, 6 grands thèmes avec une nouvelle Afrique au Ghana, pas d'étalon unique de démocratie, pas d'étalon universel de démocratie en Ouganda, responsabilité collective de la communauté internationale dans le génocide rwandais de 1994 au Rwanda, justement, développement des échanges commerciaux en Afrique du Sud de Nelson Mandela, hymne à la démocratie et aux droits de l'homme au Botswana, paix et démocratie, paix et sécurité au Sénégal. Vaste programme de fin du XXe siècle pour un pont vers le 21e. On ne peut pas dire que Bill Clinton, qui voulait un voyage significatif, a manqué son coup. À quelques encablures du 3e millénaire, la question nous paraît alors importante de savoir pourquoi ce regain d'intérêt de l'Amérique pour l'Afrique. Quels enjeux politiques et économiques peuvent cacher le voyage du président américain en Afrique aujourd'hui. Et pour essayer de décrypter les signes et les symboles, nous avons invité ce soir dans Universalis 2 personnes à ressources. M. Mark Bulwer, il est premier conseiller de l'ambassade des États-Unis au Cameroun à Yaoundé. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Avec nous également ce soir, le docteur Emmanuel Wonyou, spécialiste de sciences politiques et de relations internationales. Il est enseignant à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Il est rédacteur en chef d'une revue africaine de politique internationale, Afrique 2000. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Avec nos 2 invités, nous allons essayer de voir donc les tenants et les aboutissants. On va essayer de creuser les enjeux de la tournée de Bill Clinton en Afrique. Mais auparavant, d'abord, rentrons, voyons comment le président américain a commencé sa visite. La tournée des 6 pays de l'Afrique subsaharienne conduira le président au Ghana, en Ouganda, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Botswana et au Sénégal. Susan Rice, secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, considère le voyage de M. Clinton comme un signe important de ses efforts pour construire de nouveaux rapports entre les États-Unis et l'Afrique. Elle a déclaré aux membres du Congrès américain que l'approche du gouvernement implique 2 éléments indissociables. Le premier est l'intégration des économies africaines à celles du reste du monde. Avec le partenariat pour la croissance et les débouchés, le projet de loi sur la croissance de l'Afrique et les débouchés du président Clinton, nous engageons à aider les pays qui entreprennent des réformes vigoureuses pour recueillir les bénéfices accrus d'un plus grand accès aux marchés américains. En second lieu, Mme Rice a déclaré que l'amélioration des conditions économiques peut paver la voie au développement de la démocratie. Bien que la marche de l'Afrique vers la démocratie n'a été ni linéaire ni monolithique, elle a enregistré de vrais progrès. En 1989, seulement 5 pays africains pouvaient être qualifiés de démocratiques. Aujourd'hui, 25 États africains environ jouissent d'une forme de gouvernement démocratique. 2 des prédécesseurs de Mme Rice, les ambassadeurs Herman Cohen et Chester Crocker, pensent que le voyage du président en Afrique est un événement majeur. Parce qu'il fait surtout savoir à la bureaucratie américaine que l'Afrique n'est plus un continent marginal, que c'est une entité à laquelle ils doivent faire attention et qu'ils doivent essayer d'améliorer et de renforcer les relations des États-Unis avec une très nombreuse population qui, dans le passé, n'avait pas grande importance pour nous. Ce voyage permet de mobiliser le gouvernement pour qu'il se concentre sur les débouchés en Afrique et il envoie un signal au peuple américain et au monde. C'est important. C'est par le Ghana que le président américain Bill Clinton a entamé sa tournée africaine de 11 jours qui le conduira dans 6 pays au sud du Sahara.
C'est la première visite sur le continent noir d'un président américain en exercice depuis 20 ans. Bill Clinton a été accueilli à son arrivée à Accra par le chef de l'État ghanéen, Jerry Rawlings, entouré par les membres de son gouvernement. Une visite qui traduit l'intérêt croissant de Washington pour l'Afrique, un gigantesque marché qui ne demande qu'à être conquis. Bill Clinton affirme vouloir aider l'Afrique à décoller, toute l'Afrique, anglophone et francophone. Et le choix savamment dosé des étapes de son périple témoigne de l'attention que Washington veut accorder à l'ensemble du continent africain. Même si l'Afrique du Sud constituera le gros morceau économique de ce voyage, après l'escale plus politique de Kampala. Devant plusieurs dizaines de milliers de Ghanéens qui l'accueillaient ce lundi dans le centre de la capitale, Bill Clinton a donné le ton pour le reste de sa tournée. Il est temps de placer une nouvelle Afrique sur notre carte, a déclaré le chef de l'exécutif américain. La démocratie s'étend, le business aussi, et nous voulons travailler avec l'Afrique. C'est un voyage que l'Amérique aurait dû effectuer depuis longtemps, a estimé Bill Clinton, ajoutant, je cite, « Mon rêve est que dans 20 siècles, vos petits-enfants et les miens se souviennent que ceci est le début d'une renaissance africaine. » Des propos suivis attentivement par la première dame des États-Unis, visiblement ravie par l'accueil réservé au couple Clinton. Place de l'indépendance à Accra hier après-midi. Les Ghanéens ont célébré Bill Clinton l'Africain, qui a proposé au continent noir de bâtir un partenariat avec l'Amérique, reposant sur la démocratisation et la libéralisation de l'économie. Bill Clinton a déploré les stéréotypes et les préjugés qui ont souvent déformé la compréhension de l'Afrique dans l'opinion américaine. Il est donc temps de donner à l'Afrique la place qui lui revient. L'Afrique est prête à participer au marché libéralisé et compétitif, a lancé Bill Clinton, dont les propos ont été entrecoupés par les applaudissements d'une foule très enthousiaste. Mais la mise en scène et l'organisation minutieuse par la Maison-Blanche de cette visite ghanéenne n'a pas pu résister à la spontanéité de la foule. Celle-ci a littéralement happé Bill Clinton, qui prenait en bain de foule après son discours. Un gros mouvement de foule qui a semblé inquiéter la sécurité rapprochée du président. Coincé par cette marée humaine, Bill Clinton, l'air en colère, a dû intimer à la foule l'ordre de reculer. L'arrivée de Bill Clinton à Kampala, en Ouganda, seconde étape de sa tournée africaine, s'est déroulée plus calmement la nuit dernière. Aucune formalité particulière à l'aéroport où l'attendait le chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni. Et ce n'est que ce matin que les deux présidents ont eu leurs premiers entretiens. Bill Clinton présidera demain dans la capitale ougandaise un sommet pour la paix et la prospérité qui réunira une demi-douzaine de leaders de l'Afrique centrale et orientale. De nombreux enfants en liesse hier dans le petit village ougandais de Mukono, à quelques 30 km de Kampala, pour l'accueil de Bill Clinton, le président américain. Quelques pas de danse pour accompagner la troupe des jeunes danseurs. Puis, le chef de la Maison-Blanche s'adresse à l'Assemblée pour exprimer les regrets de l'Amérique pour la traite des Noirs et pour avoir ignoré trop longtemps le continent africain. Si on remonte à l'époque où nous n'étions pas encore une nation, les Américains d'origine européenne ont reçu les fruits de la traite des esclaves. Nous avons eu tort à ce sujet. Autre regret exprimé à l'Afrique par le chef de la Maison-Blanche, le soutien accordé par Washington durant la guerre froide aux régimes corrompus et dictatoriaux. Durant la guerre froide, nous avons traité les pays africains en fonction du camp dans lequel ils se trouvaient dans la lutte entre les États-Unis et l'Union soviétique, plutôt que ce qu'ils faisaient réellement pour les aspirations de leur peuple. Mais pour Bill Clinton, le pire péché que son pays ait jamais commis à l'égard de l'Afrique est le fait de ne pas avoir compris à temps que les États-Unis partagent avec ce continent un avenir commun sur cette planète. L'Amérique de Bill Clinton veut tirer un trait sur le passé pour ouvrir un nouveau chapitre avec le continent africain. Voilà, une fois de plus, merci chers invités d'être là ce soir. Je vais commencer par vous poser une question
tout à fait simple. J'ai lu dans un journal panafricain de la place que le titre suivant, que cherchent les Américains en Afrique. Est-ce que quand on pose ce genre de questions, ça vous choque? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous estimez que la question est normale dans la mesure où, pendant longtemps, l'Afrique a été pratiquement ignorée par les États-Unis? Bon, moi, je trouve que la question est tout à fait normale, puisque, en réalité, nous avons laissé le continent africain un peu à côté dans les années récentes, surtout depuis le fin de la guerre froide, où il y avait d'autres stratégies envers l'Afrique. Donc c'est une question légitime. Et la réponse, tout simplement, c'est que le président, il veut rétablir un partenariat avec l'Afrique. Alors, moi, je vais me tourner maintenant vers l'Africain, que vous êtes, Dr Wonyo. Pour vous, le voyage du président Clinton, quelle signification? Il y a une grande signification, parce que finalement on se demande pourquoi ce tel déploiement pour un continent qu'on croyait oublié en 89. Donc subitement il y a un intérêt pour l'Afrique et bon, comme par hasard, les Américains ont bien ciblé les pays qu'ils visitaient. Donc nous sommes curieux de voir après les discours les retombées de ce voyage. Pour l'instant nous sommes curieux de voir que les grands discours ont été tenus. Bon, les Américains ont bien compris que la politique en cette fin de siècle, c'est d'abord un spectacle, donc où les mots et les images ont un sens. Donc là, maintenant, on attend qu'après les mots et les images, que les retombées viennent et qu'on voit concrètement ce que viennent chercher les Américains en Afrique. Oui, et le président Clinton, on l'a vu tout à l'heure en Ouganda, il a demandé pardon à l'Afrique pour la tête des esclaves, dont les Américains et autres, mais surtout pour le peuple américain. Il a demandé des excuses. Vous êtes solidaire de ce pardon? Oui, bien sûr. Il a exprimé, il n'a rien dit que la vérité, que nous en avions tort. Et là, c'est normal, tout à fait normal qu'il exprime ses regrets. Mais est-ce que vous pensez que ça suffit d'exprimer le regret aujourd'hui par rapport à ce préjudice? Est-ce que ça suffit? On ne devrait pas aller plus loin par rapport à cette simple expression de regret? Je crois qu'il y a depuis quelques années, il y a une avancée dans ce domaine-là. Le pape a demandé pardon à l'Afrique. Maintenant, c'est l'Amérique qui demande pardon à l'Afrique. C'est vrai que beaucoup d'Africains ont élevé la voix, même au sein de l'OUA, puisqu'il y a un comité pour la réparation qui demande un peu qu'on aille plus loin, qu'on puisse un peu demander aussi de la réparation. Puisqu'on demande pardon, demandons réparation. L'Afrique peut demander réparation comme les Juifs l'ont demandé à l'Allemagne et aux autres pour le génocide. Mais c'est un débat qui est encore minoritaire, qui est mal perçu d'ailleurs aux États-Unis parce qu'on ne veut pas qu'on compare l'Holocauste avec l'esclavage. Donc, mais c'est sûr qu'on peut demander après le pardon, peut-être demander une réparation pour le retard accumulé par l'Afrique et qui est aussi un retard dû à son histoire, à cet esclavage et à la colonisation. Et justement, je voudrais demander à M. Boulwer, est-ce que il n'y a pas un autre préjudice justement du fait de ce que vous reconnaissez vous-même d'avoir pratiquement ignoré l'Afrique pendant longtemps pour développer d'autres stratégies? Est-ce qu'il n'y a pas un autre préjudice et à cause d'abord du premier préjudice moral sur la tête d'Israël et l'autre préjudice qui est une sorte d'abandon, j'ose dire, pour une puissance qui se veut la première puissance du monde, abandonner une partie du monde comme cela? Est-ce qu'il n'y a pas là un autre préjudice et pour lequel vous devriez réfléchir, ou bien les États-Unis devraient davantage réfléchir? Ben, certainement, je crois qu'il faut réfléchir, et je crois que ça c'est ce qui fait en ce moment le président, qui réévalue et qui jette son regard vers l'avenir. Quoi faire? Donc, quoi faire pour en sortir des problèmes actuels et comment faire un progrès qui puisse mener à un développement durable. Mais on peut quand même se demander, oui, docteur, vous voulez réagir à cela? Je ne pense pas qu'il y ait un abandon. Je crois qu'il y avait un partage du monde qui était bien établi depuis la conférence de Berlin en 1885. On savait très bien que on a divisé le monde en zones d'influence. L'Amérique n'était pas présente en 85 lorsqu'on partageait l'Afrique. Donc on sait que l'Amérique a un peu laissé l'Afrique à l'Europe. Et aujourd'hui, à la fin de la guerre froide, comme l'Amérique est devenue la puissance globale, donc qui est la seule grande puissance aujourd'hui, considère que l'Afrique ne doit pas être laissée uniquement aux Européens, puisque le monde s'ouvre, que les frontières sont ouvertes, que les zones d'influence éclatent. Donc il est normal que l'Amérique vienne en Afrique aujourd'hui, comme d'ailleurs le président Chirac va faire un voyage bientôt en Afrique australe. On va y revenir tout à l'heure. Alors je voulais demander pourquoi quand même aujourd'hui, je pense que tout Africain, un temps soit peu averti, s'interroge, se demande pourquoi maintenant, simplement. Est-ce qu'il n'y a pas pourquoi maintenant? Pourquoi il n'y a pas 3, 4 ans, 10 ans? Pourquoi maintenant?
Depuis 20 ans, c'est la première fois qu'on retrouve un voyage aussi important d'un président américain. Moi, je crois que tout simplement, le président a décidé que c'était le moment, qu'il y avait des conditions favorables pour relancer certaines initiatives envers l'Afrique et qu'il y avait des conditions qui pourraient quand même permettre un certain succès avec ces initiatives. Qu'est-ce que vous mettez dans ces conditions? Qu'est-ce que vous mettez en termes de conditions, les conditions favorables dont vous parlez? Il s'agit de quoi, par exemple? Il s'agit justement de la démocratisation du continent qui continue sous ses formes variées selon les pays. Une croissance économique qui est revenue au continent et qui monte maintenant moyen de 5% pour tout le continent, encore plus parfois dans certains pays. Et donc une ouverture de l'Afrique envers l'économie globale et le monde. Une réaction? Moi, je pense que c'est la même chose que j'aurais dit. Je crois que le monde est désormais ouvert, donc l'Amérique retrouve que, comme d'ailleurs après l'Amérique, d'autres pays viendront. Je crois que le Japon aussi, d'autres pays seront intéressés désormais. Comme l'Amérique peut entrer au-delà de sa zone d'influence, je veux dire anglophone, même vers des pays francophones comme le Sénégal et d'autres pays d'ailleurs qui intéressent désormais les États-Unis, je crois que le monde est ouvert et que désormais on verra les grandes puissances, d'autres grandes puissances ou moyennes puissances s'intéresser aux continents qui n'étaient pas les continents qui étaient la leur, en fait, proches de leurs préoccupations il y a quelques années. Oui, mais pour l'Africain que vous êtes, est-ce que vous appréhendez cela ou bien vous vous félicitez de cela? Je pense qu'on ne peut qu'être content. Plus il y a de partenaires, mieux on se portera. Puisque pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait diversifier les partenaires. Mais on le disait, en même temps, on restait par rapport à sa zone d'influence. Donc désormais, l'occasion est donnée aux Africains de pouvoir diversifier les partenaires, d'avoir à traiter avec selon ses intérêts, puisque l'Amérique nous le montre très bien. Elle agit selon ses propres intérêts. Désormais, c'est à l'Afrique de voir où sont leurs intérêts par rapport à tel ou tel autre partenaire et de pouvoir choisir entre plusieurs partenaires qui vont désormais s'ouvrir. Mais par rapport aux micro-divisions qui caractérisent l'Afrique, est-ce que vous n'avez pas peur, ou bien on n'a pas peur en Afrique d'être finalement englouti par ceux qui s'organisent mieux? On voit l'Europe qui s'organise. C'est évident que c'est une faiblesse énorme pour l'Afrique d'être aujourd'hui divisée en micro-États qui ne peuvent pas seuls faire bloc face à ces grands groupes qui viennent vers nous. Donc c'est l'Afrique, ça montre très bien qu'aujourd'hui la question centrale pour l'Afrique c'est l'intégration. Mais les textes existent, mais la volonté politique n'y est pas encore. Mais M. Bloua, je voudrais vous demander, quand à Accra le président a parlé dans son discours entre autres de redéfinir ou de redessiner une Afrique, alors de quoi parlait-il? Est-ce qu'il s'agit par là de revoir la géographie africaine? Est-ce qu'il s'agit simplement de voir la philosophie de développement africain? De quoi s'agit-il quand on parle de redéfinir l'Afrique ou de redessiner une nouvelle Afrique? Oui, à mon avis, il parlait de redéfinir pour les Américains plutôt. Puisque le grand public américain, ça fait des années qu'ils ont traité des images d'Afrique qui sont d'habitude plutôt négatives. La crise, la famine et tout ça. Donc, ils voulaient exposer le public américain à l'Afrique réelle, actuelle, avec des éléments qui sont aussi positifs. Et là, il a fait, puisqu'il a été accompagné par tous les médias américains, et l'Afrique figurait pendant 2 semaines à la une de toute la presse, de tous les médias américains. Donc c'est cette redéfinition, je crois que c'est dont il parlait. Donc, enfin, avant de revenir sur vous, c'est ce qui explique donc il y a ce grand déploiement de journalistes, environ 250 à 300 journalistes qui ont accompagné le président. C'est pour que l'Afrique soit présente, tellement présente aux États-Unis. C'était l'objectif poursuivi par le président Clinton en faisant voyager avec lui autant de journalistes. Oui, bien sûr, c'était un de ses buts. Là, c'est pas lui qui détermine combien de journalistes vont lui suivre. Ils font ça eux-mêmes. Mais comme c'est une visite historique, bien sûr, tout le monde voulait être présent et voulait documenter le périple. Est-ce que vous avez eu le feedback des États-Unis? Comment est-ce que cette visite a été traitée? Comment ça a été perçu là-bas sur place aux États-Unis? Ça a été bien suivi aux États-Unis. Il faut dire que pour une grande partie des Américains, surtout la communauté africaine-américaine, l'Afrique a un intérêt spécial.
Et d'ailleurs pour tous les Américains, je crois. Et quand le président il fait un déplacement historique comme ça, tout le monde suit, et surtout quand il y a des images peu ordinaires, puisque l'Afrique pour la majorité des Américains c'est quelque chose d'inconnu. Donc il y avait un intérêt. Dr. Vous voulez réagir tout à l'heure? Je voulais revenir sur la question de redessiner la carte de l'Afrique. Je crois qu'elle se redessine, puisque l'Amérique choisit des pays de ce qu'on appelle l'Afrique utile. À partir d'un certain nombre de critères, on choisit un certain nombre de pays qui correspondent à un certain nombre de critères bien choisis, donc comme je le disais, et on vient vers ces pays-là. Donc ça nous rappelle un peu, il y a quelques années, on parlait encore en Afrique d'une Afrique utile, c'est-à-dire les pays qui sont performants, et c'est vers ceux-là que l'Amérique va. Comme par hasard, c'est aussi des pays où arrivent à la tête de ces États des nouveaux hommes d'État qui sont beaucoup plus progressistes, même s'ils ne sont pas tous démocrates au sens où on l'entend. Donc il y a quand même une nouvelle carte de l'Afrique qui se dessine, qui va du Rwanda au Burundi, l'Ouganda, l'Érythrée, l'Éthiopie. Je crois que dans ce sens-là, on est en train de voir quelle sera dans les années à venir la zone d'influence anglophone en Afrique. Oui, mais seulement, je voudrais quand même, je pense que vous n'allez pas me démentir, qu'il y a quand même auprès d'un certain nombre de chefs d'État ou d'hommes politiques importants, d'hommes d'État, qui développent de plus en plus des thèses, même de revoir les frontières africaines. Oui, c'est sûr, c'est un débat qui est ouvert depuis longtemps. En tous les cas, les frontières, dès lors que l'Érythrée a eu son indépendance, les frontières ne sont plus. C'était à partir de l'Érythrée, c'était quand même un cas qui a montré que les frontières ne peuvent plus être figées. Donc c'est un débat qui est ouvert, même si tel que le débat est ouvert à partir de Rwanda-Burundi, ça pose un problème énorme, parce que c'est pas comme ça qu'on pensait le voir, mais dans tous les cas, il va falloir qu'on passe à cette phase-là, puisque il va falloir faire l'intégration entre les pays africains pour être beaucoup plus puissants sur le plan économique et autres. Je crois que le débat reste ouvert désormais. Ce n'est plus un débat tabou. Le verrou va sauter. D'accord. Nous allons poursuivre cette discussion, mais auparavant, retrouvons-nous avec le président Clinton dans son voyage en Afrique. Quelques heures après leur arrivée en Afrique du Sud, Bill Clinton et sa femme Hillary sont partis à la rencontre de la population noire d'une township de la banlieue du Cap. Premier geste symbolique d'une visite de 3 jours présentée comme le point fort de la tournée africaine du président américain. Cette étape, qui est la seule visite d'État de Bill Clinton en Afrique, est aussi la plus délicate. Bill Clinton est un ami, bien sûr, l'un des meilleurs, a même précisé hier Nelson Mandela, qui n'a pas oublié l'appui massif des États-Unis à l'ANC du temps de l'apartheid. Mais l'Afrique du Sud, avec Mandela à sa tête, est aussi un partenaire exigeant et sourcilleux de son indépendance. Qu'il reçoive Louis Farrakhan, qu'il rende visite à Kadhafi ou qu'il embrasse son compagnon de lutte Fidel Castro, Nelson Mandela entend choisir lui-même ses amis. La crise diplomatique, ouverte l'an dernier par le projet de Van sud-africaine à la Syrie, avait même permis de préciser les choses. Mandela lui-même avait fait la mise au point. Nous ne permettrons jamais qu'aucun pays, sous prétexte de soutien ou assistance, si puissant soit-il, nous dicte notre politique étrangère. Sur le plan économique, c'est le vice-président Thabo Mbeki qui s'est chargé de la critique en dénonçant la célèbre formule du Trade Not Aid, ce credo américain qui entend faire du commerce le seul vecteur du développement en Afrique. Les Américains, qui sont les plus gros investisseurs en Afrique du Sud, sont les bienvenus, mais ils ne décideront pas pour les Sud-Africains. Bill Clinton, qui tient à faire un sans faute en Afrique, a sans doute retenu le message. Le président américain Bill Clinton et sa femme Hillary sont arrivés jeudi en Afrique du Sud. C'est le 4e arrêt dans leur tournée des 6 pays africains. Au Cap, le président s'est adressé à une assemblée plénière du Parlement. Oui, l'Afrique a toujours besoin de la communauté mondiale, mais il est également vrai plus que jamais que le monde a aussi besoin de l'Afrique. À son arrivée, M. Clinton a été accueilli par un petit groupe de manifestants qui protestaient contre les politiques américaines en Irak et en Bosnie. Mais l'accueil officiel du président Nelson Mandela a été chaleureux. Les deux dirigeants étaient côte à côte pendant que l'on jouait les hymnes nationaux et que 21 coups de canon étaient tirés. Cette visite
la première faite par un président américain en exercice et la seule visite officielle que le président et Mme Clinton effectuent au cours de leur périple de 12 jours à travers l'Afrique subsaharienne. Le président et son épouse avaient déjà visité une région proche du Cap où les femmes construisent leur propre maison. Hillary Rodham Clinton avait déjà visité cet endroit. Enthousiasmée par ce projet, partiellement financé par les États-Unis, elle a encouragé son mari à le voir de ses propres yeux. Quand Hillary dit qu'elle veut que j'aille voir quelque chose, cela signifie « vous allez le voir ». Lors d'une rencontre avec le président adjoint Thabo Mbeki, successeur présumé du président Mandela, les sujets ont porté sur le partenariat et le développement. Et le thème « commerce au lieu d'assistance » semblait dire plutôt « commerce plus assistance ». Il n'est pas bon de dire que le commerce entraîne l'absence d'aide. Il faut régler ces deux questions, a souligné M. Mbeki. En ce qui concerne l'Afrique, ma formule consiste à affirmer que nous devrons recourir au commerce et à l'assistance, a dit le président. Vendredi, au programme du président, une visite à l'île de Robben, où le président Mandela a passé la plus grande partie de ses 26 ans de captivité sous le régime de l'apartheid. L'ordre de Good Hope, Bonne Espérance, est la plus grande distinction honorifique en Afrique du Sud. Vendredi, lors d'un dîner officiel qui a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud, cette distinction a été décernée au président américain Bill Clinton par son hôte, le président Nelson Mandela. Avant ce dîner, les deux dirigeants ont accordé une conférence de presse conjointe. Un journaliste a demandé à M. Clinton pourquoi, en Ouganda, dans son discours, il ne s'était pas vraiment excusé pour le commerce des esclaves d'il y a plus d'un siècle. Le président a déclaré que c'est l'avenir qui comptait à présent. Il me semble que nous avons accepté notre passé et la reconnaissance des faits me paraît utile. Si nous devons être un bon partenaire de ceux qui ont pris la responsabilité de leur avenir, nous ne pouvons être aveugles à la vérité du passé. Voilà pourquoi j'ai fait cette déclaration en Ouganda et je suis content de l'avoir faite. Le président Nelson Mandela, tout en exprimant le plus grand respect pour son invité, a déclaré que des divergences inévitables existent et il a défendu les liens de l'Afrique du Sud avec Cuba et la Libye. Je fais cela en raison d'une autorité morale. Elle nous dicte que nous ne devons pas abandonner ceux qui nous ont aidés aux heures les plus noires de l'histoire de ce pays. Non seulement ils nous ont soutenus en parole, mais ils nous ont donné les moyens de mener la bataille et de la gagner. Vendredi après-midi, les présidents Clinton et Mandela ont fait la tournée de la prison de l'île de Robben. Ils ont visité la cellule où le dirigeant sud-africain a passé les 2 tiers de sa captivité en rebelle pendant sa lutte contre un régime dominé par les Blancs. Sa cellule, le numéro 5, fait partie aujourd'hui d'un musée. Nelson Mandela a confié « C'était ma maison ». Avant de se rendre au Botswana dimanche, le président américain et son épouse Hillary Rodham Clinton resteront à Johannesburg et visiteront la township de Soweto, où des massacres sanglants ont pris place pendant le règne de l'apartheid. Voilà, je vous retrouve sur ce plateau pour immédiatement poser la question suivante. L'étape sud-africaine a été celle, d'abord c'était l'unique étape considérée comme du voyage officiel, n'est-ce pas, du président Clinton en Afrique. Alors, mais c'est là également où il a développé de long en large le thème sur la libéralisation économique, sur la nécessité des échanges entre l'Afrique et les États-Unis. Alors, je voudrais vous demander à l'un ou à l'autre, justement, pensez-vous que la seule descente du président américain en Afrique suffit à imposer le continent aux États-Unis, à imposer le continent aux yeux des investisseurs américains? Une seule visite, non. Il faut qu'il y ait une suivi. Il faut que nous voyons ce qui suit après cette visite-là. Mais pour un début, oui. Le président a été accompagné par pas mal d'hommes d'affaires américains, par exemple, qui ont eu l'opportunité de voir eux-mêmes les possibilités de rencontrer leurs homologues. Donc, c'est un bon début. C'est un bon début. Alors, docteur, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre sur ce plan par rapport
à ces échanges-là? Est-ce que les économies africaines peuvent facilement s'adapter à la dynamique économique américaine, ou alors il n'y a-t-il pas quelques risques de déphasage ou de déséquilibre entre cela? En fait, ça profitera à qui? On s'interroge encore parce qu'on se demande très bien, est-ce que l'Afrique est prête sur le plan des structures économiques pour accueillir, est-ce qu'on a un tissu industriel qui existe? Ce sont les grandes questions qu'on se pose. On parle de marché, est-ce que le marché africain est prêt? C'est encore le marché au niveau étatique. Donc on n'a pas encore un marché régional ni sous-régional, puisque tout ça est encore en création, en formation. Donc on est un peu, on se demande, pour l'instant, ça profitera plus à l'Amérique, il faut le dire, parce que l'Afrique n'est pas encore prête dans ce domaine-là. Il faut bien voir les choses en face. Mais bon, je crois que peut-être que cela poussera l'Afrique à avancer rapidement dans le sens de l'intégration. Dans le sens de la création des marchés sous-régionaux, par exemple, on est passé récemment de l'UDEAC à la CEMAC. J'espère que rapidement, après la signature des textes, on passera au Congrès pour que lorsque les Américains viendront avec les investissements, qu'ils trouvent que l'Afrique est prête à recevoir et prête à donner aussi. Parce que autant on ouvre les marchés africains, autant l'Amérique ouvre ses marchés à l'Afrique. Pour l'instant, on se demande ce que l'Afrique peut vendre aux États-Unis. On en est encore à se demander. Est-ce que nos pays sont prêts à exporter vers les États-Unis? Est-ce que les États-Unis sont prêts à accueillir sans discrimination, parce que je crois savoir qu'il existe une politique comment on appelle ça, qui consiste à d'admissibilité, je crois, les produits africains, ou c'est pas mal, les produits du reste du monde aux États-Unis. Est-ce que les produits africains seront admis facilement sans des critères qui soient en fait des obstacles non déclarés? C'est la question que je peux poser oui, c'est une bonne question. Et il y a bien sûr des régimes qui contrôlent les importations, comme dans tous les pays du monde, assez libéral aux États-Unis, mais on veut ouvrir plus le marché américain justement pour favoriser ces échanges commerciaux. Il faut admettre déjà que les États-Unis achètent plus de l'Afrique qui ne vend. Donc déjà, le balance des échanges est en faveur de l'Afrique. Mais on veut ouvrir encore plus ouvertement notre marché aux produits africains. Et donc ça, c'est le projet de loi qui est devant le Sénat, là en ce moment, qui était une autre initiative du président et de certains membres du Congrès pour justement établir les bases légales pour cette ouverture. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les pays choisis pour le voyage sont des pays comme le Ghana ou l'Afrique du Sud, qui ont des échanges déjà très poussés entre eux, entre l'Afrique du Sud par exemple et les États-Unis, ou alors entre le Ghana et les États-Unis. Donc ces pays-là sont déjà en avance dans ce domaine-là. Mais lorsqu'on parle de toute l'Afrique n'est pas encore prête, parce que le Ghana par exemple a un tissu d'hommes d'affaires qui investissent aux États-Unis. Donc ce qui n'est pas encore le cas pour d'autres pays africains. Et quand vous pesez le partenariat dont parle le président Clinton, à partir de ces éléments, d'une part, les économies africaines sont encore suffisamment fragiles pour supporter la toute puissante économie américaine, et d'autre part, il y a cette volonté d'ouverture. Alors ce partenariat dont on parle, vous pensez que, en tout cas, c'est un début, ou alors vous pensez que ça peut rentrer vraiment très rapidement dans l'effectivité? Moi, je crois que ça peut rentrer assez rapidement dans l'effectivité. Les hommes d'affaires africains, quand même, ont certains talents, et dans plusieurs pays du monde, ils se sont déjà installés aux États-Unis, ils font déjà les affaires, ils peuvent en faire plus, et là, je crois que c'est quelque chose qui puisse se réaliser à court terme. En tous les cas, je voudrais juste dire que le président Clinton fait son devoir de président. Il avance les grands principes. Maintenant, c'est aux hommes d'affaires, c'est à la société civile africaine et autres de prendre un acte, de rendre concret ce que le président Clinton a ouvert comme voie. Désormais, il y a une ouverture pour l'Afrique, en dehors de l'Europe, vers l'Amérique. Maintenant, c'est aux Africains de se servir de la balle et d'essayer de prouver qu'ils peuvent, eux aussi, investir le marché américain. Mais est-ce que, finalement, en réalité, le fin des fins des motivations américaines pour le voyage du président Clinton ne serait pas l'ouverture ou la préparation de ces marchés émergents suffisamment importants quand même, ou alors potentiellement importants pour les produits américains et les investisseurs américains, ou peut-être damer le pion à d'autres concurrents internationaux? C'est évident, l'Afrique est un marché, puisque l'Afrique a 700 millions d'âmes aujourd'hui. Donc on imagine qu'en 2015, on sera environ 1 milliard.
Donc c'est un marché qui intéresse l'Amérique et le monde entier d'ailleurs, d'autres grandes puissances. Donc l'Amérique a compris cela et commence dès aujourd'hui à inverser ce marché pour ne pas être absente au moment où l'Afrique sera vraiment prête, où l'Afrique sera intégrée. Il faut dire aussi que pour l'Afrique, elle se prépare, puisqu'on a signé un traité à Abuja qui prépare sur 36 ans. C'est un peu long, mais c'est le processus, un processus d'intégration africaine qui permettra le moment venu d'être prêt à affronter ce monde qui se globalise, où les économies sont de plus en plus interdépendantes. Alors, je voudrais savoir suffisamment, et je pense que c'est en Afrique du Sud où il y a eu un débat de fond sur la question sur le trade not aid. Alors, est-ce que cette volonté de promouvoir les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis, du président Clinton, devrait être au préjudice de l'aide publique au développement? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça c'est mal comprendre ce qu'il veut faire le président. En effet, pendant le voyage, il a annoncé une augmentation de l'assistance américaine d'un niveau de 700 millions de dollars à 800 millions de dollars annuellement. Ce qu'il veut faire exactement, c'est renforcer l'assistance avec le commerce. C'est-à-dire de complémenter. Puisque il faut admettre que la prospérité ne va venir jamais à travers l'assistance. La prospérité doit venir à travers les échanges commerciaux entre des égaux. C'est vrai que pour la vision américaine, qui est une vision libérale, donc ce n'est pas à travers l'assistance, l'aide qu'on va développer les pays, ce qui est d'ailleurs vrai aussi. Mais je crois que nos pays ont encore besoin d'aide. Nous sommes de jeunes pays, nos pays ont encore besoin d'aide. Donc c'est vrai que dire que le commerce, mais pas l'aide, c'est inquiétant pour nos pays. Mais c'est une vision bien américaine. Bon, ce n'est pas la seule vision qui existe dans le monde. L'Europe a une autre vision. Donc c'est aux Africains de se saisir de toutes ces opportunités qui se trouvent à l'Afrique. C'est-à-dire que désormais, on a plusieurs partenaires qui ont un discours différent en fonction de nos intérêts. Désormais, en tant qu'Africains, nous devions pouvoir nous adapter et coopérer en voyant très bien dans quel sens cela peut nous profiter. Alors, je voudrais savoir dans cette libéralisation ou dans ces nouveaux partenariats entre l'Afrique et les États-Unis, où est-ce qu'on place la circulation des hommes? Est-ce qu'il s'agit seulement de... Moi, je dirais, puisque c'est notre expérience, qu'on ne peut pas avoir des échanges commerciaux qui ne sont pas suivis par les hommes. Et évidemment, on ne peut pas tout faire à longue distance. Et donc, les États-Unis se pensent déjà une société assez ouverte. Mais notre expérience, bien sûr, c'est qu'avec le renforcement des liens économiques, il y a un suivi un va-et-vient des gens qui est tout à fait normal. En tous les cas, l'Afrique n'est pas absente. L'Afrique, depuis quelques années, beaucoup d'Africains vont plutôt vers les Amériques en ce moment, puisque l'Europe de plus en plus se ferme à cause des questions d'immigration, et beaucoup d'Africains, beaucoup d'universitaires africains, pour prendre le cas que je connais le plus, vont vers les États-Unis, où ils trouvent beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, c'est une inquiétude pour l'Europe, parce que beaucoup de cerveaux, comme ils disent, seront plus dans l'anglophonie que dans la francophonie. Mais c'est une réalité que l'Amérique s'ouvre à l'Afrique. Et peut-être que maintenant, elle s'ouvrira encore plus. Donc, les Africains qui y vont trouvent des facilités pour y aller? Tout à fait. Je crois que aujourd'hui, c'est plus facile peut-être d'y aller que d'entrer aujourd'hui dans les pays européens, surtout depuis l'espace Schengen. Donc c'est sûr qu'à ce moment, beaucoup d'Africains ont un rêve américain, pensant que ce rêve américain sera peut-être meilleur que le rêve européen. Mais j'espère qu'ils verront très bien que le véritable rêve, c'est d'aller et de revenir sur le continent pour le développer, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. C'est à nous d'aller apprendre. Comme les Asiatiques ont su le faire, on va apprendre dans d'autres pays du monde, on revient dans notre pays pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc aujourd'hui, après le rêve européen, c'est vraiment le rêve américain. Beaucoup d'Africains rêvent les États-Unis, et le voyage du président qui tourne en Afrique donnera encore plus de vertu, puisqu'on a vu qu'au Sénégal, par exemple, on a donné, je crois que 500 visas ont été accordés aux Sénégalais qui veulent aller aux États-Unis. Comme ça. Donc ça veut dire qu'on ouvre encore les portes. Je voudrais pouvoir dire et espérer que 500 ou 600 seront très, très rapidement accordés par l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour aller aux États-Unis. Bon, alors, en tout cas, je voudrais venir sur un autre élément soulevé qui a retenu l'attention des observateurs. C'était à l'étape ougandaise où le président a reconnu qu'il n'y avait pas d'étalon universel et unique
de démocratie. Alors, quelle est votre lecture de cette position? Est-ce que vous conforte? Parce que jusqu'à présent, on a pensé que la démocratie, c'est telle que l'Occident l'a définie, ainsi de suite. Non, je crois que, de nouveau, il n'a rien dit que la vérité. Il y a, si vous faites un examen des démocraties existantes dans l'Occident, vous n'allez pas trouver deux qui sont semblables. La démocratie des États-Unis est bien différente que la démocratie de la Grande-Bretagne. Ou bien que de la France. Donc on ne peut pas parler d'un seul modèle mais parce que le plus souvent on a l'impression qu'à l'Occident ou à l'extérieur, surtout en Occident, justement, si on ne rentre pas dans les critères tels que définis ou tels que perçus de ce côté là-bas, donc il n'y a pas de démocratie. C'est pour ça que quand les pays africains essaient d'évoluer, mais en empruntant peut-être leur voie propre, parfois c'est pas toujours bien perçu. Je sais pas ce qu'on je pense que depuis un temps, on constate après en 89-90, il y avait une espèce d'un vent qui soufflait, qui allait dans le sens d'une démocratie qui soit universelle. Aujourd'hui, on revient à une démocratie plus culturaliste. On considère que chacun doit faire à son rythme, selon sa culture. Je crois que c'est plutôt, ça montre très bien que l'Occident est très pragmatique. Donc elle a compris que peut-être qu'en allant dans ce sens-là, ça pourrait changer rapidement les choses. Il vaut mieux aller se contenter du minimum de démocratie, puisque on voit bien qu'on reconnaît l'Ouganda qui est un pays qui a une démocratie sans parti, et on se contente de cela. Donc ça crée un trouble pour l'Africain que je suis, parce que finalement, on a pensé en tant qu'elle était universelle, la démocratie. Désormais, on veut l'adapter à chaque continent, mais c'est aussi parce qu'en fait, l'Occident, peut-être qu'a trouvé que au rythme où ça allait plutôt désagréger le social au lieu de renforcer une démocratie. Est-ce que justement c'est pas un risque pour l'Afrique, par exemple, pour son avenir? Est-ce que ça ne peut pas conforter certains dirigeants africains dans une fabrication tout à fait personnalisée de la démocratie? Dans tous les cas, ils y sont. Ils ont compris très vite que l'Occident avait changé, puisque avant l'Amérique, aujourd'hui, qui le reconnaît comme ça, l'Europe déjà a changé de discours depuis quelques années. Les pays comme la France, on se contente, on a parlé de prime à la bonne gestion. Après la prime à la démocratie, c'était la prime à la bonne gestion. On a parlé de bonne gouvernance. Ce sont des termes qui, en fait, ne mettent plus trop l'accent sur la démocratie. Et puis finalement, en réalité, la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, c'est d'abord une culture démocratique. Donc l'Amérique, par exemple, pense qu'il faudrait tout doucement faire en sorte qu'elle s'intègre dans la vie au quotidien, dans la société civile. C'est là où on commence à faire la démocratie, ce n'est pas directement par les élections. Donc ils ont considéré qu'il faut peut-être voir la démocratie dans la longue durée, au lieu d'y aller tout de suite, parce qu'on est allé un peu vite, quoi. On a pensé que du jour au lendemain, on passerait de la dictature à la démocratie. Peut-être que l'Occident, y compris beaucoup d'élites africaines, ont compris que c'est un long processus. Il y aura des avancées, il y aura des reculs, mais progressivement, nous allons y arriver. D'accord. Alors, nous allons poursuivre cette discussion tout à l'heure, mais auparavant, je voudrais vous proposer d'autres photos du voyage du président Clinton. La visite éclair effectuée hier à l'aéroport de Kigali par le président Bill Clinton a comblé toutes les attentes des autorités rwandaises. Une visite hautement symbolique au cours de laquelle Bill Clinton a reconnu pour la première fois l'inaction internationale lors du génocide rwandais. Nous n'avons pas agi assez vite après le début des massacres. Nous n'aurions pas dû laisser les camps de réfugiés devenir le refuge des tueurs. Nous n'avons pas immédiatement appelé ces crimes par leur véritable nom, génocide. Bill Clinton a annoncé un don de 2 millions de dollars au fonds d'indemnisation des victimes du génocide récemment créé par le gouvernement rwandais. Peu avant son arrivée hier soir au Sénégal, seul pays francophone de son périple africain, Bill Clinton avait tenu à s'entretenir par téléphone avec le président français Jacques Chirac. Un simple appel de courtoisie précise l'entourage du chef de la Maison-Blanche pour que cette visite ne soit pas considérée comme une confrontation entre les États-Unis et la France. Absent hier soir à l'aéroport de Dakar, les Dakarois s'étaient massés nombreux ce matin pour acclamer Bill Clinton sur le trajet menant à la présidence de la République sénégalaise. Bill Clinton s'est entretenu pendant 1 heure avec le président sénégalais Abdou Diouf de la nouvelle politique africaine des États-Unis. À Dakar, le chef de la Maison-Blanche a réaffirmé à son homologue sénégalais la volonté américaine d'apporter sa contribution au maintien de la paix en Afrique.
Et c'est dans ce cadre que se situe la visite qu'il a effectuée cet après-midi sur la base militaire de Thiès, à 70 km de la capitale. Dans ce contexte, les États-Unis, en coopération avec la Grande-Bretagne et la France, participent depuis quelques mois à l'entraînement de troupes africaines dans le cadre du renforcement des capacités africaines pour le maintien de la paix. Tout récemment encore, le Sénégal a accueilli en février dernier d'importantes manœuvres multinationales avec l'appui logistique de Paris et de Washington dans le cadre de ce programme. Ces forces auront à intervenir dans des conflits localisés sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. La petite île de Gorée, au large de Dakar, est devenue le symbole de la traite des Noirs. C'est sur cette île que le président américain Bill Clinton a achevé hier son périple africain de 11 jours en visitant la maison des esclaves. Pendant 3 siècles, des millions d'esclaves venus de divers pays africains ont fait escale ici avant d'être embarqués dans les navires négriers pour un voyage sans retour vers les Amériques. Aujourd'hui encore, les habitants de l'île de Gorée se tournent vers le Nouveau Monde. Ils ne peuvent oublier ce qui lie les deux continents, ces ancêtres américains pour qui le voyage fut tout autre chose que la quête de la liberté. Un discours destiné aussi aux 30 millions de Noirs américains qui ont leurs racines en Afrique et qui votent dans leur immense majorité démocrate. Nous ne pouvons remonter le temps à travers le voyage sans retour. Nous avons vécu notre histoire. Le combat de l'Amérique contre l'esclavage est l'un des chapitres les plus difficiles de cette histoire. Mais c'est aussi l'un des plus héroïques, le triomphe du courage, de la ténacité et de la dignité. Le président sénégalais Abdou Diouf a aussi apprécié, rappelant que Gorée est le symbole d'une Afrique qui a pardonné. Nous avons déjà pardonné, a-t-il dit, mais nous ne saurions oublier. Je voudrais vous demander pourquoi le choix du seul Sénégal pour l'Afrique francophone. Est-ce parce que vous pensez du côté de Washington que le Sénégal symbolise toute l'Afrique francophone, ou alors est-ce parce que la première dame des États-Unis, Hillary, avait déjà effectué le voyage, et comme quelque part j'ai suivi dans un reportage le président Clinton lui-même dire que quand il arrive, vous promet que je viens, c'est que je vais arriver. Alors qu'est-ce qui peut avoir présidé au choix du seul Sénégal comme étape du président Clinton? Bon, il faut reconnaître dès le début que le temps, bien que la longueur de cette visite a été historique, le temps était limité. Et donc 5 pays, c'est déjà beaucoup pour 11 jours. Donc il fallait faire des choix. Bien sûr, le choix du Sénégal, ça dépendait pas mal de la première dame, de sa visite intérieure. Aussi, le Sénégal, c'est un bon partenaire aux États-Unis, et le site de l'île de Gorée, qui a une valeur symbolique assez importante pour les Américains. Comme il a dit, c'est vrai qu'il fallait choisir un pays francophone. Ils ont choisi le Sénégal, qui est symbolique à plus d'un titre. D'abord, sur le plan géographique, c'est un pays bien placé qui intéresse vraiment les Américains depuis la guerre froide, même pour pouvoir y mettre une base. Donc il y a aussi le plan historique. Le Sénégal est un pays qui a une longue tradition démocratique. Donc c'est au moins un pays témoin. Sur le plan culturel, il y a cette affaire de Gorée, qui fait que Gorée, ça rappelle un peu, c'est un peu un appel à la communauté noire américaine qui est sensible à tout ce qui touche à l'esclavage. Et Gorée est un endroit symbolique où le président d'ailleurs a tenu à faire un discours demandant pardon pour ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que le Sénégal en cela, au-delà du côté touristique, il semble que Mme Clinton a beaucoup apprécié le Sénégal, qui est un beau pays d'ailleurs. Donc je crois que c'est pour ces raisons-là que le Sénégal a été choisi. Je crois que le Cameroun est également un très beau pays, mais je voudrais revenir sur les critères de choix, les différentes étapes. Le Ghana, l'Ouganda, le Botswana, l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que les stratèges et les conseillers du président Clinton ont développé pour conseiller ces étapes
pour ce premier périple. Oui. Il est venu avec un certain nombre d'objectifs qu'il voulait réaliser. Apporter un soutien aux démocraties, aussi traiter du sujet le règlement des conflits. L'environnement aussi, c'était quelque chose d'important. Et comme nous avons discuté déjà, les échanges commerciaux. Donc, ces pays choisis, ces visites choisies, présentent ces thèmes-là. Par exemple, l'Ouganda, il estimait que c'était nécessaire une étape dans les Grands Lacs, scène de tellement de conflits récemment. Et donc, Ouganda, bien sûr, ça s'apprête à ce thème-là. Et aussi, Ouganda, c'est un pays avec lequel on fait de plus en plus d'affaires. Aussi, eux, ils ont ouvert leur économie et tout ça. Donc ça s'explique un peu. Le business est toujours présent. Oui. Et puis l'Afrique du Sud, là, c'est une étape obligatoire. C'est la plus grande économie de l'Afrique. Aussi, c'était une obligation, comme vous l'avez souligné, c'était la seule visite d'État. Donc il a rendu visite après la visite de Mandela aux États-Unis. Donc Botswana, aussi toujours démocratie, commerce un peu, mais aussi environnement, puisque c'est un pays qui a un très bon record dans ce domaine. Vous convenez donc au-delà de ça, mais qu'il y avait quand même d'autres pays africains qui auraient bien pu être choisis. Oui. C'est sûr qu'on pourrait choisir le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs espérait recevoir la visite du président Clinton. La Côte d'Ivoire était un peu désespérée pour cela, mais je crois que ils ont bien ciblé leur pays. Ce sont des pays qui sont considérés en Amérique comme des modèles de réussite économique pour certains, d'autres de démocratie, comme l'Éthiopie ou alors comme l'Afrique du Sud, d'autres aussi parce que ce sont des relais ou des alliés des Américains dans la région, parce que par exemple l'Ouganda est un pays pivot désormais pour l'Amérique en Afrique, d'après ce qu'on voit depuis quelques années. Donc je crois que c'est un choix qui était bien ciblé et il fallait peut-être montrer du doigt ces pays-là pour que d'autres voient que c'est le chemin, peut-être le chemin à suivre pour être considéré, vu des États-Unis, comme un pays modèle. Quand c'est pas Clinton, Chirac quelque part qui l'un va, l'autre arrive, c'est ou Jocelyn, ou Védrine, ou alors Albright, ou Madame Rice, ou Jesse Jackson, tous ces gens qui ils se font une sorte de bon, j'arrive, au revoir, moi je repars. Bon. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, franchement, qui montre qu'il y a un enjeu entre Américains et Français en Afrique? Non, moi, je crois que cette rivalité est très exagérée. La réalité, c'est que la France est parmi nos plus anciens alliés et amis. Et les relations sont vraiment profondes et nos actions sur le continent sont plutôt caractérisées par une coordination et collaboration. Par exemple, plus récemment en République centrafricaine, où on a collaboré pour mettre en place une opération d'entretien de paix. Mais bien sûr, il y a parfois des concurrences, surtout au niveau, c'est surtout au niveau des entreprises individuelles. Bien sûr, s'il y a une entreprise française et une entreprise américaine qui font la concurrence, les États-Unis on soutient notre entreprise et les Français les mêmes. Mais ça c'est l'économie moderne. Il n'y a pas de rancor là derrière. C'est le jeu, on joue les jeux. Officiellement, il n'y a pas encore de guerre entre la France et les États-Unis. Ils sont des vieux alliés, comme il a bien dit. Mais il y a quand même une rivalité diplomatique qui existe depuis quelques années. On sent très bien lors de l'élection du président, enfin du secrétaire général de l'ONU, on a vu que la France a soutenu un candidat et on a eu l'impression que c'était une rivalité franco-américaine pour l'élection de Kofi Annan. On l'a vu bien avant pour la démocratie en Afrique. Chaque fois que la France soutenait un pays, l'Amérique se trouvait de l'autre côté. On a l'impression que la France soutenait les oppositions africaines, en fait, plutôt les autocrates africains, et que les Américains soutenaient les démocrates africains. À l'époque, c'était un clivage qui existait. Donc aujourd'hui, c'est clair que c'est plutôt sur le terrain économique et commercial que la rivalité est réelle. Je dis que c'est pour la conquête des marchés. D'ailleurs, les Américains vont plus dans les pays qui ont beaucoup de richesses. C'est pas dans les pays pauvres. L'Amérique va très peu vers le Mali ou le Burkina Faso.
c'est beaucoup plus vers des pays qui ont des richesses minières et énergétiques. Donc c'est un choix réel. Et l'Amérique s'intéresse aujourd'hui à toute l'Afrique, et surtout l'Afrique utile, comme je l'ai dit, celle qui est riche. Mais je persiste à remarquer que le président Clinton a téléphoné au président Chirac pendant qu'il se rendait au Sénégal, comme pour lui dire, et c'est les autres qui le disent, comme pour lui rassurer, attention, je ne viens pas vous essayer de vous éjecter de là-bas, mais non, je viens tout simplement... Alors, à mon avis, c'est exagéré. La France, comme les États-Unis, s'est rendu compte que de plus en plus, c'est impossible de mener des opérations toute seule sur la scène internationale. Ça coûte trop cher. Il faut avoir la coordination avec les Nations Unies, avec d'autres organismes internationaux. Et donc, il faut absolument, pour faire face à nos responsabilités internationales, il faut avoir une collaboration assez étroite. Et ça, c'est la situation qui prévaut, je crois. Non, ce qu'il dit est vrai, mais c'est tellement vrai que finalement, on se rend compte que l'Amérique et la France font beaucoup d'actions en commun. Mais c'est vrai, chacun aussi a son chemin. Et puis, l'Amérique sait très bien que le Sénégal fait encore partie de la zone d'influence française. Donc, c'est quand même par courtoisie que le président Clinton informe le président Chirac. C'est comme lorsqu'il y aura une affaire qui s'intéresse directement à l'Amérique, la France, lorsque la France envoie une mission dans un pays qui dépend de la zone d'influence américaine, envoie quand même un message aux Américains pour leur signaler, c'est de la courtoisie, c'est normal. Mais réellement, chaque pays ayant une vision globale du monde a besoin d'être présent partout. De plus en plus, on assistera à des affrontements, je crois. Alors, donc, je pense que cette discussion est tellement intéressante. On la poursuivra certainement en d'autres occasions. Mais je voudrais vous demander, pour terminer ce premier volet de nos discussions, quelles leçons on doit retenir de la visite du président Clinton? Quelles leçons majeures? Bon, que c'est bien possible que ça marque une nouvelle époque dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique, et que ça nous présente beaucoup d'opportunités, comme le professeur a dit. Le président a fait son travail, il a ouvert les portes et il a tracé les grandes lignes, et c'est à nous qui travaillons dans le domaine de poursuivre et en tirer les bénéfices. Oui, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'Africain, c'est qu'on a en face de nous, désormais, un partenaire qui est à visage découvert. L'Amérique vient chez vous, vous dit clairement ce qu'elle vient faire, ce qui est différent d'autres partenaires qu'on a toujours eu. Et je crois que là, aujourd'hui, c'est à nous de savoir comment on aborde cette coopération-là. Parce que pendant longtemps, la coopération était perçue comme de l'assistance. On nous apportait, l'Amérique, vous nous dites ce qu'elle vient chercher en Afrique. C'est assez clair. Ce n'est pas teinté d'un discours humanitaire, c'est clair et c'est précis. Donc c'est à nous désormais de placer pour nos pays le sens de l'intérêt national, comme l'Amérique le montre très bien. Elle vient pour des intérêts précis. Et c'est à nos décideurs politiques et économiques de pouvoir en tirer le maximum, en privilégiant aussi le sens de l'État, l'intérêt national avant, comme l'Amérique le montre si bien. C'est un peu ça la grande leçon, puisque au-delà du voyage, au-delà des images, ce n'est qu'une coopération de plus. Ce n'est qu'un bien pour l'Afrique. Si l'Amérique nous pointe du doigt, ça ouvre l'Afrique pour d'autres pays, d'autres grands pays du monde qui seront désormais intéressés à l'Afrique. Donc l'Amérique, ce voyage est bénéfique pour nous parce que désormais le monde regardera l'Afrique différemment. Voilà. Le président Clinton a dit, et je pense que nous allons terminer par là, qu'il n'est plus question aujourd'hui de se poser la question qu'est-ce qu'on va faire de l'Afrique ou qu'est-ce qu'on va faire pour l'Afrique, mais aujourd'hui il est question de se demander qu'est-ce que nous devons faire avec l'Afrique. Voilà. Merci, M. Brouwer, merci d'avoir été ici sur ce plateau ce soir. Merci, Dr Wognou, d'avoir été de nôtres. Je voudrais, avant qu'on se parle, proposer une revue rapide de l'actualité à travers le monde. Les anarchistes italiens prennent la rue. Venus de plusieurs grandes villes du Nord, des centaines de jeunes squatteurs et militants autonomes multiplient les rassemblements à Bologne depuis le suicide d'un des leurs dans sa cellule de la prison des mineurs de la ville. Demain, plusieurs centaines d'entre eux devraient participer à une grande manifestation à Bologne, une manifestation qui préoccupe le gouvernement. Jeudi, pendant les obsèques du jeune homme, ils s'en sont particulièrement pris aux journalistes qui couvraient l'événement. Daniele Genco, le correspondant de l'agence de presse italienne ANSA, a été sérieusement blessé. Il raconte. J'ai d'abord été frappé par un jeune homme et alors que je tentais de le convaincre d'arrêter, plusieurs autres jeunes se sont jetés sur moi et m'ont roué de coups. Pour montrer leur mépris pour le journaliste, ils ont convoqué une conférence de presse hier au cours de laquelle ils n'ont fait que déballer de la viande. Voilà comment vous nous traitez, leur ont-ils dit.
du pasteur Luther King n'était certainement pas de mourir assassiné. Martin Luther King rêvait d'égalité entre les races, un rêve qui semblait être à portée de main après la marche historique de Washington en 1963. 5 ans plus tard, le 4 avril 1968, il y a 30 ans tout juste, le pasteur Luther King était assassiné sur le balcon de son hôtel à Memphis. Aujourd'hui, des rassemblements et des messes du souvenir auront lieu dans tout le pays. 30 ans après, pourtant, la plaie n'est pas refermée. La veuve du pasteur, qui ne croit pas à l'acte isolé mais au complot, souhaite que l'enquête sur son assassinat soit réouverte. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'Universaliste consacrée au dernier voyage du président Clinton en Afrique. Nous pensons vous avoir apporté quelques éléments d'éclairage pour votre compréhension des grands problèmes du monde. Merci d'avoir été de notre bonsoir et à samedi prochain. S'il plaît à Dieu. Et beaucoup d'Africains, beaucoup d'universitaires africains, pour prendre le cas que je connais le plus, vont vers les États-Unis où ils trouvent beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, c'est une inquiétude pour l'Europe parce que beaucoup de cerveaux, comme ils disent, seront plus dans l'anglophonie que dans la francophonie. Mais c'est une réalité que l'Amérique s'ouvre à l'Afrique. Et peut-être que maintenant, elle s'ouvrira encore plus. Donc, les Africains qui y vont trouvent des facilités pour y aller? Tout à fait. Je crois que aujourd'hui, c'est plus facile peut-être d'y aller que d'entrer aujourd'hui dans les pays européens, surtout depuis l'espace Schengen. Donc c'est sûr qu'à ce moment, beaucoup d'Africains ont un rêve américain, pensant que ce rêve américain sera peut-être meilleur que le rêve européen. Mais j'espère qu'ils verront très bien que le véritable rêve, c'est d'aller et de revenir sur le continent pour le développer, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. C'est à nous d'aller apprendre, comme les Asiatiques ont su le faire. On va apprendre dans d'autres pays du monde, on revient dans notre pays pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc aujourd'hui, après le rêve européen, c'est vraiment le rêve américain. Beaucoup d'Africains rêvent les États-Unis, et le voyage du président qui tourne en Afrique donnera encore plus de vertu, puisqu'on a vu qu'au Sénégal, par exemple, on a donné, je crois que 500 visas ont été accordés aux Sénégalais qui veulent aller aux États-Unis. Comme ça. Donc ça veut dire qu'on ouvre encore les portes. Je voudrais pouvoir dire et espérer que 500 ou 600 seront très, très rapidement accordés par l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour aller aux États-Unis. Bon, alors, en tout cas, je voudrais venir sur un autre élément soulevé qui a retenu l'attention des observateurs. C'était à l'étape ougandaise où le président a reconnu qu'il n'y avait pas d'étalon universel et unique de démocratie. Alors, quelle est votre lecture de cette position? Est-ce que vous conforte? Parce que jusqu'à présent, on a pensé que la démocratie, c'est telle que l'Occident l'a définie, ainsi de suite. Non, je crois que, de nouveau, il n'a rien dit que la vérité. Il y a, si vous faites un examen des démocraties existantes dans l'Occident, vous n'allez pas trouver deux qui sont semblables. La démocratie des États-Unis est bien différente que la démocratie de la Grande-Bretagne. Ou bien que de la France. Donc on ne peut pas parler d'un seul modèle mais parce que le plus souvent on a l'impression qu'à l'Occident ou à l'extérieur, surtout en Occident, justement, si on ne rentre pas dans les critères tels que définis ou tels que perçus de ce côté là-bas, donc il n'y a pas de démocratie. C'est pour ça que quand les pays africains essaient d'évoluer, mais en empruntant peut-être leur voie propre, parfois c'est pas toujours bien perçu. Je sais pas ce qu'on je pense que depuis un temps, on constate après en 89-90, il y avait une espèce d'un vent qui soufflait, qui allait dans le sens d'une démocratie qui soit universelle. Aujourd'hui, on revient à une démocratie plus culturaliste. On considère que chacun doit faire à son rythme, selon sa culture. Je crois que c'est plutôt, ça montre très bien que l'Occident est très pragmatique. Donc elle a compris que peut-être qu'en allant dans ce sens-là, ça pourrait changer rapidement les choses. Il vaut mieux aller se contenter du minimum de démocratie, puisque on voit bien qu'on reconnaît l'Ouganda qui est un pays qui a une démocratie sans parti, et on se contente de cela. Donc ça crée un trouble pour l'Africain que je suis, parce que finalement, on a pensé longtemps qu'elle était universelle, la démocratie. Désormais, on veut l'adapter à chaque continent, mais c'est aussi parce qu'en fait, l'Occident, peut-être qu'a trouvé qu'au rythme où ça allait plutôt désagréger le social au lieu de renforcer une démocratie. Est-ce que justement c'est pas un risque pour l'Afrique, par exemple, pour son avenir? Est-ce que ça ne peut pas conforter
certains dirigeants africains dans une fabrication tout à fait personnalisée de la démocratie? Dans tous les cas, ils y sont. Ils ont compris très vite que l'Occident avait changé, puisque avant l'Amérique, aujourd'hui, qui le reconnaît comme ça, l'Europe déjà a changé de discours depuis quelques années. Les pays comme la France, on se contente, on a parlé de prime à la bonne gestion. Après la prime à la démocratie, c'était la prime à la bonne gestion. On a parlé de bonne gouvernance. Ce sont des termes qui, en fait, ne mettent plus trop l'accent sur la démocratie. Et puis finalement, en réalité, la démocratie, ce n'est pas seulement les élections, c'est d'abord une culture démocratique. Donc l'Amérique, par exemple, pense qu'il faudrait tout doucement faire en sorte qu'elle s'intègre dans la vie au quotidien, dans la société civile. C'est là où on commence à faire la démocratie. Ce n'est pas directement par les élections. Donc ils ont considéré qu'il faut peut-être voir la démocratie dans la longue durée, au lieu d'y aller tout de suite, parce qu'on est allé un peu vite, quoi. On a pensé que du jour au lendemain, on passerait de la dictature à la démocratie. Peut-être que l'Occident, y compris beaucoup d'élites africaines, ont compris que c'est un long processus. Il y aura des avancées, il y aura des reculs, mais progressivement, nous allons y arriver. D'accord. Alors, nous allons poursuivre cette discussion tout à l'heure, mais auparavant, je voudrais vous proposer d'autres photos du voyage du président Clinton. La visite éclair effectuée hier à l'aéroport de Kigali par le président Bill Clinton a comblé toutes les attentes des autorités rwandaises. Une visite hautement symbolique au cours de laquelle Bill Clinton a reconnu pour la première fois l'inaction internationale lors du génocide rwandais. Nous n'avons pas agi assez vite après le début des massacres. Nous n'aurions pas dû laisser les camps de réfugiés devenir le refuge des tueurs. Nous n'avons pas immédiatement appelé ces crimes par leur véritable nom, génocide. Bill Clinton a annoncé un don de 2 millions de dollars au fonds d'indemnisation des victimes du génocide récemment créé par le gouvernement rwandais. Peu avant son arrivée hier soir au Sénégal, seul pays francophone de son périple africain, Bill Clinton avait tenu à s'entretenir par téléphone avec le président français Jacques Chirac. Un simple appel de courtoisie précise l'entourage du chef de la Maison-Blanche pour que cette visite ne soit pas considérée comme une confrontation entre les États-Unis et la France. Absent hier soir à l'aéroport de Dakar, les Dakarois s'étaient massés nombreux ce matin pour acclamer Bill Clinton sur le trajet menant à la présidence de la République sénégalaise. Bill Clinton s'est entretenu pendant 1 heure avec le président sénégalais Abdou Diouf de la nouvelle politique africaine des États-Unis. À Dakar, le chef de la Maison-Blanche a réaffirmé à son homologue sénégalais la volonté américaine d'apporter sa contribution au maintien de la paix en Afrique. Et c'est dans ce cadre que se situe la visite qu'il a effectuée cet après-midi sur la base militaire de Thiès, à 70 km de la capitale. Dans ce contexte, les États-Unis, en coopération avec la Grande-Bretagne et la France, participent depuis quelques mois à l'entraînement de troupes africaines dans le cadre du renforcement des capacités africaines pour le maintien de la paix. Tout récemment encore, le Sénégal a accueilli en février dernier d'importantes manœuvres multinationales avec l'appui logistique de Paris et de Washington dans le cadre de ce programme. Ces forces auront à intervenir dans des conflits localisés sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. La petite île de Gorée, au large de Dakar, est devenue le symbole de la traite des Noirs. C'est sur cette île que le président américain Bill Clinton a achevé hier son périple africain de 11 jours en visitant la maison des esclaves. Pendant 3 siècles, des millions d'esclaves venus de divers pays africains ont fait escale ici avant d'être embarqués dans les navires négriers pour un voyage sans retour vers les Amériques. Aujourd'hui encore, les habitants de l'île de Gorée se tournent vers le Nouveau Monde. Ils ne peuvent oublier ce qui lie les 2 continents, ces ancêtres américains pour qui le voyage fut tout autre chose que la quête de la liberté. Un discours destiné aussi aux 30 millions de Noirs américains qui ont leurs racines en Afrique et qui votent dans leur immense majorité démocrate. Nous ne pouvons remonter le temps à travers le voyage sans retour. Nous avons vécu notre histoire. Le combat de l'Amérique contre l'esclavage est l'un des chapitres les plus difficiles de cette histoire. Mais c'est aussi l'un des plus héroïques, le triomphe du courage, de la ténacité et de la dignité.
Le président sénégalais Abdou Diouf a aussi apprécié, rappelant que Gorée est le symbole d'une Afrique qui a pardonné. Nous avons déjà pardonné, a-t-il dit, mais nous ne saurions oublier. Je voudrais vous demander pourquoi le choix du seul Sénégal pour l'Afrique francophone. Est-ce parce que vous pensez du côté de Washington que le Sénégal symbolise toute l'Afrique francophone, ou alors est-ce parce que la première dame des États-Unis, Hillary, avait déjà effectué le voyage, et comme quelque part j'ai suivi dans un reportage le président Clinton lui-même dire que quand Hillary vous promet que je viens, c'est que je vais arriver. Alors qu'est-ce qui peut avoir présidé au choix du seul Sénégal comme étape du président Clinton? Bon, il faut reconnaître dès le début que le temps, bien que la longueur de cette visite a été historique, le temps était limité. Et donc 5 pays, c'est déjà beaucoup pour 11 jours. Donc il fallait faire des choix. Bien sûr, le choix du Sénégal, ça dépendait pas mal de la première dame, de sa visite intérieure. Aussi, le Sénégal, c'est un bon partenaire aux États-Unis, et le site de l'île de Gorée, qui a une valeur symbolique assez importante pour les Américains. Comme il a dit, c'est vrai qu'il fallait choisir un pays francophone. Ils ont choisi le Sénégal, qui est symbolique à plus d'un titre. D'abord, sur le plan géographique, c'est un pays bien placé qui intéresse vraiment les Américains depuis la guerre froide, même pour pouvoir y mettre une base. Donc il y a aussi le plan historique. Le Sénégal est un pays qui a une longue tradition démocratique. Donc c'est au moins un pays témoin. Sur le plan culturel, il y a cette affaire de Gorée, qui fait que Gorée, ça rappelle un peu, c'est un peu un appel à la communauté noire américaine qui est sensible à tout ce qui touche à l'esclavage. Et Gorée est un endroit symbolique où le président d'ailleurs a tenu à faire un discours demandant pardon pour ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que le Sénégal en cela, au-delà du côté touristique, il semble que Mme Clinton a beaucoup apprécié le Sénégal, qui est un beau pays d'ailleurs. Donc je crois que c'est pour ces raisons-là que le Sénégal a été choisi. Je crois que le Cameroun est également un très beau pays, mais je voudrais revenir sur les critères de choix, les différentes étapes. Le Ghana, l'Ouganda, le Botswana, l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que les stratèges et les conseillers du président Clinton ont développé pour conseiller ces étapes pour ce premier périple? Oui. Il est venu avec un certain nombre d'objectifs qu'il voulait réaliser. Apporter un soutien aux démocraties, aussi traiter du sujet le règlement des conflits. L'environnement aussi, c'était quelque chose d'important, et comme nous avons discuté déjà, les échanges commerciaux. Donc ces pays choisis, ces visites choisies présentent ces thèmes-là. Par exemple, l'Ouganda, il estimait que c'était nécessaire une étape dans les Grands Lacs, scène de tellement de conflits récemment, et donc Ouganda, bien sûr, ça s'apprête à ce thème-là, et aussi Ouganda, c'est un pays avec lequel on fait de plus en plus d'affaires. Aussi, eux, ils ont ouvert leur économie et tout ça. Donc ça s'explique un peu. Le business est toujours présent. Oui. Et puis l'Afrique du Sud, là, c'est une étape obligatoire. C'est la plus grande économie de l'Afrique. Aussi, c'était une obligation, comme vous l'avez souligné, c'était la seule visite d'État. Donc il a rendu visite après la visite de Mandela aux États-Unis. Donc Botswana, aussi toujours démocratie, commerce un peu, mais aussi environnement, puisque c'est un pays qui a un très bon record dans ce domaine. Vous convenez donc au-delà de ça, mais qu'il y avait quand même d'autres pays africains qui auraient bien pu être choisis. C'est sûr qu'on pourrait choisir le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs espérait recevoir la visite du président Clinton. La Côte d'Ivoire était un peu désespérée pour cela, mais je crois que ils ont bien ciblé leur pays. Ce sont des pays qui sont considérés en Amérique comme des modèles de réussite économique pour certains, d'autres de démocratie, comme l'Éthiopie ou alors comme l'Afrique du Sud, d'autres aussi parce que ce sont des relais ou des alliés des Américains dans la région, parce que par exemple l'Ouganda est un pays pivot désormais pour l'Amérique en Afrique, d'après ce qu'on voit depuis quelques années. Donc je crois que c'est un choix qui était bien ciblé,
Et il fallait peut-être montrer du doigt ces pays-là pour que d'autres voient que c'est le chemin, peut-être le chemin à suivre pour être considéré, vu les États-Unis, comme un pays modèle. Quand c'est pas Clinton, Chirac quelque part qui l'un va, l'autre arrive, c'est ou Jocelyn, ou Védrine, ou alors Albright, ou Madame Rice, ou Jesse Jackson, tous ces gens qui ils se font une sorte de bon, j'arrive, au revoir, moi je repars. Bon. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose franchement qui montre qu'il y a un enjeu entre Américains et Français en Afrique? Non, moi je crois que cette rivalité est très exagérée. La réalité, c'est que la France est parmi nos plus anciens alliés et amis, et les relations sont vraiment profondes, et nos actions sur le continent sont plutôt caractérisées par une coordination et collaboration. Par exemple, plus récemment en République centrafricaine, où on a collaboré pour mettre en place une opération d'entretien de paix. Mais bien sûr, il y a parfois des concurrences, surtout au niveau, c'est surtout au niveau des entreprises individuelles. Bien sûr, s'il y a une entreprise française et une entreprise américaine qui font la concurrence, les États-Unis, on soutient notre entreprise et les Français les mêmes. Mais ça, c'est l'économie moderne. Il n'y a pas de rancor là derrière. C'est le jeu, on joue les jeux. Officiellement, il n'y a pas encore de guerre entre la France et les États-Unis. Ils sont de vieux alliés, comme il a bien dit. Mais il y a quand même une rivalité diplomatique qui existe depuis quelques années. On sent très bien, lors de l'élection du président, du secrétaire général de l'ONU, on a vu que la France a soutenu un candidat et on a eu l'impression que c'était une rivalité franco-américaine pour l'élection de Kofi Annan. On l'a vu bien avant pour la démocratie en Afrique. Chaque fois que la France soutenait un pays, l'Amérique se trouvait de l'autre côté. On a l'impression que la France soutenait les oppositions africaines, en fait, plutôt les autocrates africains, et que les Américains soutenaient les démocrates africains. À l'époque, c'était un clivage qui existait. Donc aujourd'hui, c'est clair que c'est plutôt sur le terrain économique et commercial que la rivalité est réelle. Je dis que c'est pour la conquête des marchés. D'ailleurs, les Américains vont plus dans les pays qui ont beaucoup de richesses. C'est pas dans les pays pauvres. L'Amérique va très peu vers le Mali ou le Burkina Faso. C'est beaucoup plus vers des pays qui ont des richesses minières et énergétiques. Donc c'est un choix réel. Et l'Amérique s'intéresse aujourd'hui à toute l'Afrique, et surtout l'Afrique utile, comme je l'ai dit, celle qui est riche. Mais je persiste à remarquer que le président Clinton a téléphoné au président Chirac pendant qu'il se rendait au Sénégal, comme pour lui dire, et c'est les autres qui le disent, comme pour le rassurer, attention, je ne viens pas vous essayer de vous éjecter de là-bas, mais non, je viens tout simplement... Alors, à mon avis, c'est exagéré. La France, comme les États-Unis, s'est rendu compte que de plus en plus, c'est impossible de mener des opérations toute seule sur la scène internationale. Ça coûte trop cher. Il faut avoir de la coordination avec les Nations Unies, avec d'autres organismes internationaux. Et donc, il faut absolument, pour faire face à nos responsabilités internationales, il faut avoir une collaboration assez étroite. Et ça, c'est la situation qui prévaut, je crois. Non, ce qu'il dit est vrai, mais c'est tellement vrai que finalement, on se rend compte que l'Amérique et la France font beaucoup d'actions en commun. Mais c'est vrai, chacun aussi a son chemin. Et puis, l'Amérique sait très bien que le Sénégal fait encore partie de la zone d'influence française. Donc, c'est quand même par courtoisie que le président Clinton informe le président Chirac. C'est comme lorsqu'il y aura une affaire qui s'intéresse directement à l'Amérique, la France, lorsque la France envoie une mission dans un pays qui dépend de la zone d'influence américaine, envoie quand même un message aux Américains pour leur signaler, c'est de la courtoisie, c'est normal. Mais réellement, chaque pays ayant une vision globale du monde a besoin d'être présent partout. De plus en plus, on assistera à des affrontements, je crois. Alors, donc, je pense que cette discussion est tellement intéressante, on la poursuivra certainement en d'autres occasions, mais je voudrais vous demander, pour terminer ce premier volet de nos discussions, quelles leçons on doit retenir de la visite du président Clinton? Quelles leçons majeures? Bon, que c'est bien possible que ça marque une nouvelle époque dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique, et que ça nous présente beaucoup d'opportunités, comme le professeur a dit. Le président a fait son travail, il a ouvert les portes, et il a tracé les grandes lignes, et c'est à nous qui travaillons dans le domaine de poursuivre et en tirer les bénéfices.
Oui, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'Africain, c'est qu'on a en face de nous, désormais, un partenaire qui est à visage découvert. L'Amérique vient chez vous, vous dit clairement ce qu'elle vient faire, ce qui est différent d'autres partenaires qu'on a toujours eu. Et je crois que là, aujourd'hui, c'est à nous de savoir comment on aborde cette coopération-là. Parce que pendant longtemps, la coopération était perçue comme de l'assistance. On nous apportait, l'Amérique, vous nous dites ce qu'elle vient chercher en Afrique. C'est assez clair. Ce n'est pas teinté d'un discours humanitaire, c'est clair et c'est précis. Donc c'est à nous désormais de placer pour nos pays le sens de l'intérêt national, comme l'Amérique le montre très bien. Elle vient pour des intérêts précis. Et c'est à nos décideurs politiques et économiques de pouvoir en tirer le maximum, en privilégiant aussi le sens de l'État, l'intérêt national avant, comme l'Amérique le montre si bien. C'est un peu ça la grande leçon, puisque au-delà du voyage, au-delà des images, ce n'est qu'une coopération de plus. Ce n'est qu'un bien pour l'Afrique. Si l'Amérique nous pointe du doigt, ça ouvre l'Afrique pour d'autres pays, d'autres grands pays du monde qui seront désormais intéressés à l'Afrique. Donc l'Amérique, ce voyage est bénéfique pour nous parce que désormais le monde regardera l'Afrique différemment. Voilà. Le président Clinton a dit, je pense que nous allons terminer par là, qu'il n'est plus question aujourd'hui de se poser la question qu'est-ce qu'on va faire de l'Afrique ou qu'est-ce qu'on va faire pour l'Afrique, mais aujourd'hui il est question de se demander qu'est-ce que nous devons faire avec l'Afrique. Voilà. Merci M. Brouwer, merci d'avoir été ici sur ce plateau ce soir. Merci Dr Wonyou d'avoir été de nôtres. Je voudrais avant qu'on se parle proposer une revue rapide de l'actualité à travers le monde. Les anarchistes italiens prennent la rue. Venus de plusieurs grandes villes du Nord, des centaines de jeunes squatteurs et militants autonomes multiplient les rassemblements à Bologne depuis le suicide d'un des leurs dans sa cellule de la prison des mineurs de la ville. Demain, plusieurs centaines d'entre eux devraient participer à une grande manifestation à Bologne, une manifestation qui préoccupe le gouvernement. Jeudi, pendant les obsèques du jeune homme, ils s'en sont particulièrement pris aux journalistes qui couvraient l'événement. Daniele Genco, le correspondant de l'agence de presse italienne ANSA, a été sérieusement blessé. Il raconte. J'ai d'abord été frappé par un jeune homme et alors que je tentais de le convaincre d'arrêter, plusieurs autres jeunes se sont jetés sur moi et m'ont roué de coups. Pour montrer leur mépris pour le journaliste, ils ont convoqué une conférence de presse hier au cours de laquelle ils n'ont fait que déballer de la viande. Voilà comment vous nous traitez, leur ont-ils dit. Le rêve du pasteur Luther King n'était certainement pas de mourir assassiné. Martin Luther King rêvait d'égalité entre les races, un rêve qui semblait être à portée de main après la marche historique de Washington en 1963. 5 ans plus tard, le 4 avril 1968, il y a 30 ans tout juste, le pasteur Luther King était assassiné sur le balcon de son hôtel à Memphis. Aujourd'hui, des rassemblements et des messes du souvenir auront lieu dans tout le pays. 30 ans après, pourtant, la plaie n'est pas refermée. La veuve du pasteur, qui ne croit pas à l'acte isolé mais au complot, souhaite que l'enquête sur son assassinat soit réouverte. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'Universalis consacrée au dernier voyage du président Clinton en Afrique. Nous pensons vous avoir apporté quelques éléments d'éclairage pour votre compréhension des grands problèmes du monde. Merci d'avoir été de nôtres. Bonsoir et à samedi prochain. S'il plaît à Dieu.